On va continuer sur le plan médical avec Franck Carbonel, donc, qui est chef de service de gastroentérologie à Kremlin-Bicêtre et qui va nous parler à l'heure des anti-TNF, quelle est la place de la chirurgie dans les MICI. Vaste débat, puisque vous savez qu'il y a toujours des débats entre gastro-entérologues et chirurgiens dans les MICI. Vous avez connu ça et nous on connaît ça aussi, je vous rassure. Et donc il va nous parler un peu de sa vision gastro-entérologique du traitement chirurgical, ce qui est intéressant. Franck. Merci de m'avoir invité à cette séance et merci à votre président, qui est un ami, et je voudrais lui retourner le compliment. J'ai passé moi aussi cette année très, très intéressante, et je voudrais te dire que tu m'as beaucoup appris dans le domaine médical. Alors, avant de rentrer en vif du sujet, il est important de donner en quelques diapositives quels sont les résultats du traitement médical des maladies inflammatoires en 2015. L'univers mental, qui est celui donc, du traitement médical de ces maladies, est assez différent de ce à quoi vous êtes habitué en chirurgie. Ce sont en général des essais randomisés en double aveugle contre placebo ou contre un traitement de référence, qui sont pour la plupart des essais industriels et avec des assez gros effectifs. Les critères de jugement sont des critères clinico-biologiques, moins souvent des critères endoscopiques, et donc on parle de rémission, de réponse clinique, et les endpoints, les critères de jugement sont à relativement court terme, donc à 6 mois, 1 an, pas davantage, alors que la maladie de Crohn, et d'ailleurs la rectocolite hémorragique, sont des maladies de toute la vie. Voilà actuellement ce qui est le traitement de référence des formes difficiles de maladie de Crohn. Vous voyez qu'il s'agissait d'un essai randomisé qui a inclus je crois, un peu plus de 500 patients qui avaient une maladie de Crohn dite modérée à sévère et qui ont été tirés au sort pour recevoir un des 3 traitements suivants, l'azatioprine, AZA, l'infliximab, qui est un anticorps monoclonal anti-TNF, ou la combinaison des deux. Et cet essai a atteint son but dans le sens où il a démontré la supériorité du traitement combiné sur chacun des 2 traitements pris isolément, avec une supériorité pour l'infliximab par rapport à l'azatioprine. Donc ça, c'est dans la maladie de Crohn. Et le critère principal était la rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 26, c'est-à-dire au bout de 6 mois. Des résultats similaires ont été obtenus dans la rectocolite hémorragique, avec là encore, vous le voyez, une supériorité du traitement combiné associant un immunosuppresseur et un anti-TNF dans la rectocolite hémorragique. Alors, ce traitement, s'il est efficace, vous voyez qu'il ne l'est pas complètement, puisque à 6 mois, un peu plus de la moitié des patients atteignent la rémission sans corticoïdes dans la maladie de Crohn, et cette proportion n'est que de 40% dans la rectocolite hémorragique, et c'est ce qu'on fait de mieux actuellement, ce traitement combiné. Il pose aussi des problèmes de tolérance, notamment d'induction de tumeurs, qui sont rares mais qui existent et qui sont significatives, d'induction d'infections aussi, des problèmes de coût, et puis un des problèmes principaux, c'est la perte progressive donc d'efficacité qu'on voit bien dans cet essai, qui est là aussi l'archétype, le modèle donc de l'essai industriel qui se fait actuellement dans le champ des maladies inflammatoires. Accent-1, un essai qui a été sponsorisé par le laboratoire MSD, qui commercialise donc l'infliximab, où les patients qui ont répondu à l'infliximab en traitement d'induction ont été tirés au sort pour recevoir le même traitement ou un placebo. Et vous voyez que dans les 3 bras de traitement, il y a une perte progressive donc d'efficacité qui est plus importante avec le bras placebo qu'avec les bras Vérum, mais qui existe aussi avec le groupe de patients qui ont été tirés au sort pour recevoir des anti-TNF. Donc ce problème de la perte progressive d'efficacité est un problème important contre lequel on se bat tous les jours. Ce sont d'énormes molécules. Hein. Si on prend l'aspirine, par exemple, ce serait je sais pas moi, un Zodiac, alors que l'infliximab, ce serait un porte-avions. Vous voyez, donc ce sont des molécules très complexes avec une séquence peptidique, une glycosylation et qui génèrent une sorte de rejet en fait du système immunitaire et qui est en partie responsable de cette perte progressive d'efficacité. Alors, l'heure des anti-TNF n'est pas encore derrière nous, mais il y a d'autres molécules qui ont été commercialisées ou qui sont sur le point de l'être et qui donnent des résultats intéressants dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Cette famille de molécules, par exemple, ce sont des molécules qui vont piéger les lymphocytes dans la circulation, dans le sang, et les empêcher d'accéder au site de l'inflammation. Donc au niveau de l'intestin, ce sont des inhibiteurs
de la domiciliation intestinale des lymphocytes. Et le principal, le chef de file, est celui qui porte le nom de MLN002. C'est un anticorps monoclonal qui va bloquer donc l'entrée des lymphocytes dans l'intestin, et avec les résultats suivants. Vous voyez que dans la rectocolite hémorragique, il y a en rouge, donc ce sont les barres, donc les pourcentages de patients qui ont obtenu une réponse ou une rémission. À gauche de l'écran, ce sont les naïfs d'anti-TNF, et à droite, ce sont les malades qui ont déjà eu des anti-TNF. Et vous voyez que dans les deux cas, il y a une différence en faveur du groupe traité, avec des deltas, des différences qui sont assez importantes. Une différence de 18% entre le bras placebo et le bras traité est une différence importante. C'est vrai, donc, l'efficacité de ces produits en traitement d'induction, mais ça l'est aussi en traitement d'entretien. Donc, c'est une nouvelle classe de molécules qu'on commence à employer et dont on parle toutes les semaines avec nos amis chirurgiens, etc. Alors, la toute dernière nouveauté, c'est un médicament qui a été mis au point par une équipe italienne qui vient de sortir là dans New England. C'est un médicament par voie orale, donc qui n'a pas les inconvénients des anticorps monoclonaux. C'est un oligonucléotide antisens, c'est-à-dire qu'il va diminuer la fabrication d'une protéine qui s'appelle SMAT7, qui joue un rôle important dans l'inflammation et dans la rupture de tolérance de l'intestin, qui est trouvée en quantité élevée dans l'intestin des patients atteints de maladie de Crohn. Et vous voyez que là, il s'agissait d'un essai donc, en traitement d'induction, et que la différence est hautement significative en faveur de ce médicament qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il est administré par voie orale. Le deuxième, c'est que c'est un oligonucléotide, pas une protéine, donc il ne génère pas de réaction immunitaire. Et le troisième, c'est qu'il a un effet rémanent, c'est-à-dire que le traitement n'était que de 15 jours, mais la rémission s'est prolongée pendant plusieurs semaines, alors même que le traitement a été arrêté. C'est peut-être une révolution thérapeutique, c'est encore un essai de phase 2, il manque les résultats du traitement à long terme, et surtout les données sur la cicatrisation endoscopique. Pour finir là-dessus, et je pense que ça va intéresser les chirurgiens, cet anti-SMAT7 intervient dans la voie du TGF-bêta, et il est susceptible, en tout cas en théorie, de provoquer des sténoses, des fibroses. En tout cas, c'est un effet indésirable attendu. Bien, après ce très rapide tour d'horizon, la question qui vient, c'est quelle proportion de patients sont opérés à l'heure des anti-TNF, et est-ce qu'au fond, ce que l'on a vu défiler là, ce sont des critères comme la rémission, la réponse clinique, mais est-ce que ça intervient sur des critères plus lourds, comme par exemple la mortalité. Bon, il n'y a pas beaucoup de mortalité dans les maladies inflammatoires. Le taux d'hospitalisation, le taux d'intervention chirurgicale. Est-ce que l'efficacité de ces médicaments va jusqu'à diminuer le taux d'intervention chirurgicale? Alors, c'est vrai dans cet essai, c'est une analyse a posteriori, on va dire secondaire ou tertiaire même, d'un grand essai international, dans lequel les patients ont été tirés au sort pour recevoir un placebo ou de l'adalimumab, qui est le cousin de l'infliximab, un anticorps anti-TNF, peu importe, c'est à peu près la même différence qu'il y a entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Et vous voyez que si on combine, donc il y avait différentes doses par semaine, tous les 15 jours, peu importe. Dans cet essai thérapeutique, il y avait une réduction du taux d'intervention chirurgicale dans le bras des patients qui ont été tirés au sort pour recevoir le Vérum par rapport au placebo. C'est vrai aussi dans la rectocolite hémorragique, c'est un autre essai, cette fois-ci avec l'infliximab, et vous voyez qu'il y a une diminution significative du taux de colectomie dans les patients qui ont reçu de l'infliximab en traitement d'entretien par rapport aux patients qui ont reçu un placebo. Mais les essais randomisés ne sont pas la vraie vie. Les patients qui sont inclus ne sont pas représentatifs des malades que l'on voit tous les jours. On estime qu'il y a à peu près un tiers des patients qui défilent dans un staff d'un centre tertiaire, comme le nôtre, ou celui de Beaujon par exemple, ou celui de Saint-Antoine, qui auraient été incluables dans un essai comme ceux que je viens de vous présenter. 2 tiers n'auraient pas eu les critères d'inclusion. Et puis, quand on est dans un essai randomisé, on est dans un bras, et on y reste. Tandis que dans la vraie vie, on n'arrête pas d'ajuster le traitement à l'activité de la maladie. Autrement dit, est-ce que l'épargne chirurgicale qui est montrée, en tout cas suggérée par ces 2 essais, ce sont des analyses a posteriori. Il n'y a pas eu aujourd'hui d'essai qui a pris comme endpoint, comme critère, la diminution du taux d'intervention chirurgicale.
Est-ce que donc cette tendance se confirme dans les essais en vie réelle? Eh bien, pas complètement. Voici par exemple un travail qui a été réalisé à l'échelle d'un pays, le Danemark, où les patients atteints de maladie de Crohn, sont très bien répertoriés, avec un recueil exhaustif donc, des différents cas, ont été séparés en 4 cohortes en fonction du temps. Les 2 premières, on va dire, c'était la période qui est antérieure à l'utilisation des immunosuppresseurs. La cohorte 3 est celle qui correspond à l'avènement des immunosuppresseurs, de l'Immurel. Et la 4, c'est celle de l'avènement des anti-TNF. Et vous voyez qu'il y a une diminution, mais une diminution faible du taux d'intervention chirurgicale de la cohorte 4 par rapport à la cohorte 3. Alors même que l'emploi des anti-TNF a beaucoup augmenté dans la cohorte 4 par rapport à la cohorte 3. Et si l'on veut retenir un chiffre, on voit qu'après 10 ans de suivi, eh bien, en gros, un malade sur 5 est opéré pour maladie de Crohn dans la cohorte 4, c'est-à-dire celle qui est notre sujet d'aujourd'hui, l'heure des anti-TNF. Si on regarde maintenant ce qui se passe toujours dans la même étude, donc en vie réelle, le Danemark, etc., vous voyez qu'il n'y a pas d'effet d'épargne. En tout cas, c'est aller trop loin que de dire ça. Mais il n'y a pas de diminution du taux d'intervention chirurgicale dans la cohorte 4 par rapport à la cohorte 3 pour ce qui concerne la chirurgie de la rectocolite hémorragique. Et si on veut retenir là encore un seul chiffre, eh bien au bout de 10 ans, 10% des patients atteints de rectocolite hémorragique sont opérés à l'heure des anti-TNF. Alors, on peut interpréter ces données de différentes façons, mais une interprétation assez populaire, c'est de dire que les anti-TNF sont administrés trop tardivement, qu'il faudrait les administrer au début de la maladie, peut-être même avant, même en prévention, peut-être chez les enfants, dans le lait du biberon par exemple, ce serait encore mieux même. Alors en fait, c'est vrai, mais c'est pas forcément. Il y a eu un essai qui s'appelle qu'on appelle un essai par randomisation par cluster, c'est-à-dire que ce ne sont pas les patients qui ont été tirés au sort, mais les centres. C'est un énorme essai qui a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars, où les centres ont été tirés au sort pour avoir une introduction graduée des anti-TNF, ou au contraire, dès le départ, dès le diagnostic, en combothérapie avec un immunosuppresseur, de manière à tester l'efficacité d'une stratégie qui traiterait d'emblée par un traitement actif le plus fort possible, donc les patients atteints de maladie de Crohn. Cet essai donc a été présenté en congrès, il est sous presse, ou il va bientôt être sous presse, dans le Lancet. Le critère principal qui était la rémission à 12 mois n'est pas atteint, il est totalement non significatif. En ce qui concerne le taux d'hospitalisation à 24 mois, le critère est non significatif. Et je rappelle qu'il s'agit d'un essai industriel, donc avec beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de patients. Donc on n'est pas dans une histoire de défaut de puissance. En ce qui concerne le taux de chirurgie à 24 mois, vous voyez que la différence est significative, mais en fait, même en s'y prenant tôt, même administré tôt dans l'histoire de la maladie, vous voyez que les anti-TNF associés donc aux immunosuppresseurs diminuent mais n'abolissent pas le taux d'intervention chirurgicale. Autrement dit, il y a quelque chose qui résiste là-dedans et qui fait qu'il y a certains patients qui de toute façon devront être opérés. Alors, quelle est la place de la chirurgie des MICI à l'heure des anti-TNF? En fait, si on regarde les recommandations écho du côté médecine, on retrouve la chirurgie dans beaucoup de situations cliniques sous cette forme-là. La chirurgie est une alternative raisonnable chez les malades réfractaires au traitement médical et devrait aussi être discutée. Le niveau de preuve est de 3. Ce n'est pas parce que c'est une demi-vérité, mais c'est parce que cette affirmation ne repose pas sur des éléments de preuve solides, parce qu'il n'y a pas énormément d'essais randomisés de la chirurgie dans la maladie de Crohn. C'est d'ailleurs un problème. Mais ça ne signifie pas que c'est moins vrai que la proposition précédente. D'accord ? Ce sont des niveaux de preuve, ce n'est pas un degré de validité ou de vérité. Donc, la formulation est assez floue. Malade réfractaire au traitement médical, mais lequel doit être discuté, certainement, mais parce qu'on ne peut pas dire plus, en fait. Les gens qui ont travaillé sur ces recommandations, j'en étais, n'ont pas trouvé mieux à dire à partir des données actuellement existantes.
Les indications chirurgicales dans les maladies inflammatoires à l'heure actuelle, c'est la mauvaise réponse ou la perte de réponse au traitement médical, les complications, fistules, occlusions, perforations dans la maladie de Crohn, mégacolon toxique, perforation hémorragique grave dans la rectocolite hémorragique, et puis pour les deux cas, la dysplasie et le cancer. Alors la fistule, par exemple. Combien de patients sont opérés pour une fistule entérocutanée associée à la maladie de Crohn après avoir reçu un traitement par anti-TNF? C'est un travail du GTED, le premier auteur Aurélien Amiot. Et vous voyez qu'au bout de 3 ans, plus de la moitié des patients sont de toute façon opérés de leur fistule entérocutanée. Ça veut dire que j'ai fini là, c'est ça? Bon, alors très vite. Les facteurs d'échec des anti-TNF pour fistule entérocutanée permettent de mieux choisir, peut-être dès le départ, les patients chez qui on pourra essayer le traitement médical et ceux qui doivent aller d'emblée vers le traitement chirurgical. Ceux qui ont une sténose associée et ceux qui ont des fistules multiples sont des mauvais candidats au traitement par anti-TNF et probablement des bons candidats à la chirurgie d'emblée. Le même travail sera prochainement présenté au Congrès américain et apporté sur les sténoses, cette fois-ci sans fistule. Il s'agissait d'une cohorte prospective. Et on a pu définir donc, dans ce travail des facteurs pronostiques qui sont associés à l'efficacité des anti-TNF chez des patients ayant une maladie de Crohn avec sténose. Vous voyez que l'emploi des immunosuppresseurs, le fait d'avoir des symptômes qui évoluent depuis moins de 5 semaines, des signes obstructifs sévères, des signes IRM témoignant d'une activité de la maladie, l'absence de fistule, et puis un diamètre de l'intestin en amont de la sténose qui est inférieur à 30 mm, eh bien ces facteurs sont associés à une bonne réponse au traitement médical. Avec, vous voyez, si on regroupe ces différents facteurs, eh bien on peut prendre une décision. Par exemple, les malades qui ont 0, 1 ou 2 de score sont des mauvais candidats au traitement par anti-TNF et peuvent être opérés d'emblée, je pense. Pour les autres, un essai de traitement est raisonnable, mais il ne sera actif que chez la moitié des patients qui n'ont que 3 des critères. Alors, je voudrais terminer par quelque chose qui est, à mes yeux, extrêmement important. C'est un article qui est paru cette année et qui modifie, je pense, le paysage sur la question. C'est un essai académique mais financé quand même par le laboratoire qui fabrique l'adalimumab, où ce sont des patients à l'échelle d'un pays, l'Australie, qui ont été tirés au sort pour avoir un traitement post-opératoire taille unique, ou alors sur mesure en fonction de la récidive endoscopique évaluée à 6 mois. De plus, les patients étaient stratifiés en 2 groupes, les patients à faible risque de récidive ou les patients à risque élevé de récidive endoscopique. Ceux qui étaient à faible risque recevaient du métronidazole pendant 3 mois, ceux qui étaient à haut risque recevaient un traitement immunosuppresseur, thiopurine ou anti-TNF. Le résultat principal apparaît sur cette diapositive. Il s'agit en fait du taux de récidive endoscopique à 18 mois. Et en bleu, ce sont les malades qui sont en rémission clinique et endoscopique. En rose, ce sont les patients qui ont une récidive endoscopique clinique ou non. Vous voyez qu'il y a un avantage en faveur du traitement actif, où il y a moins de récidive endoscopique. Mais le plus important, c'est le faible taux de récidive endoscopique. Vous voyez que 18 mois après une intervention chirurgicale, lorsque les patients reçoivent un traitement médical approprié, eh bien, vous n'avez que la moitié des malades qui sont en récidive et en récidive endoscopique. Si on s'intéresse maintenant à la récidive clinique, vous voyez que les chiffres sont encore meilleurs, puisque le taux de rémission clinique est entre 60 et 80%, 18 mois après l'intervention chirurgicale. Ce sont des chiffres qui sont bons et qui sont de nature à réjouir les chirurgiens, puisque ça prouve que la chirurgie dans la maladie de Crohn, ça marche lorsque le traitement post-opératoire est bien prescrit. En résumé, les anti-TNF réduisent le recours à la chirurgie dans les essais randomisés. C'est moins clair en population réelle. Des facteurs prédictifs d'échec des anti-TNF ont été rapportés dans la maladie de Crohn avec fistule et sténose. Les résultats du traitement combiné, et c'est le message essentiel, c'est-à-dire la chirurgie et la prévention médicale de la récidive, sont bons, voire très bons.
Donc, en conclusion, le traitement médical et chirurgical ne s'oppose pas, mais se complète, et l'heure est à la coopération plus qu'à la compétition. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Franck. On va entendre le commentaire de Stéphane Bernac, qui est chirurgien digestif à Marseille, à l'hôpital Nord, et qui va nous donner son avis sur ta présentation. Bien, merci. Je vous rassure, je n'ai que très peu de diapositives, juste pour, en préambule, vous remercier le conseil d'administration de l'Académie de chirurgie, mais aussi Yves de me permettre de m'exprimer ici. C'est pas tant le lieu qui m'impressionne, puisqu'encore une fois, en tant que Marseillais, je ne le connais pas vraiment, mais surtout l'auditoire. Et je suis encore une fois très heureux de parler devant des gens dont je connais surtout le nom, plus que le visage. Alors, Franck Carbonel a fait une communication qui, bien sûr, n'appelle à aucune contradiction en tant que chirurgien, puisqu'il a été peut-être plus chirurgien qu'un chirurgien, et j'aurais peut-être pas été aussi loin dans mes propos. Y a-t-il des exemples en chirurgie où la chirurgie a été remplacée par un traitement médical ? Ben, évidemment qu'il y en a. Je peux citer celui un de ceux que vous connaissez sûrement parfaitement bien, que je connais bien aussi. Eh bien, c'est celui de la vagotomie. Mon maître, M. Picot, en était un des acteurs importants. Et je pense que je suis un des derniers chirurgiens de cette génération à avoir fait encore des vagotomies. Aujourd'hui, si on parle de vague à des internes de chirurgie, ils pensent surtout au surf, mais sûrement pas à la vagotomie. Donc, cette chirurgie a complètement disparu et elle est remplacée par un traitement médical. Donc, effectivement, il y a des pans de la pathologie qui échappent complètement aux chirurgiens. C'est loin d'être mal et il ne faut pas du tout en être triste. Franck Carbonel a évoqué le taux de malades opérés pour une MICI est en diminution. Alors il a tempéré en disant que dans la vraie vie ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quand même des biais aussi dans la vraie vie sur la qualité des soins, sur la qualité des prises en charge, sur les centres dans lesquels les malades sont pris en charge. Donc si on s'intéresse, alors il y en a cité quelques-unes, à quelques études de la littérature, et je prendrai simplement les 2 méta-analyses les plus récentes, eh bien les 2 vont dans le même sens. Elles disent que globalement, le taux d'hospitalisation, si on prend par exemple ici, dans cette méta-analyse, la rectocolite hémorragique, eh bien le taux d'hospitalisation est diminué chez les malades qui sont sous anti-TNF, ainsi que le taux de chirurgie majeure. Tous les points, les carrés qui sont à gauche de la courbe signifient qu'elles sont en faveur de l'infliximab dans cette méta-analyse. Une deuxième, et c'est la seule que je citerai, puisqu'elle va dans le sens plus ou moins de ce qui a déjà été dit par Franck Carbonel, montre que le taux de malades est plutôt en diminution de ceux qui sont opérés. Si on voit les chiffres globaux de l'ensemble de la littérature à 1 an pour la maladie de Crohn, à peu près 16% des malades sont opérés. À 10 ans, le taux atteignait 46%. Et pour la rectocolite, ça allait de 5 à 15% à 10 ans. C'était déjà des chiffres qui étaient un peu en diminution par rapport aux séries historiques. Et bien, lorsqu'on regarde les malades qui sont pris en charge après 2000, vous voyez que les taux ont tendance à baisser aussi bien à 1 an qu'à 5 ans. Et il y en est de même pour la rectocolite hémorragique avec des baisses importantes et significatives du taux de malades opérés. Alors, est-ce que c'est un exemple qui va être comparable à celui de l'ulcère gastro-duodénal? Probablement pas, parce qu'en effet, il y avait une cause à l'ulcère gastro-duodénal, et cet hélicobactère qu'on a identifié nous permet d'avoir un traitement étiologique. Malheureusement, ça n'est pas le cas aujourd'hui des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et tous les traitements que nous avons sont des traitements suspensifs. Alors, est-ce une vraie diminution, un décalage? Ça a été évoqué par Franck Carbonel, donc on ne va pas être polémique là-dessus. Que se passe-t-il à 10 ans? C'est le point d'interrogation. Et beaucoup d'études, beaucoup de méta-analyses, chaque fois ont cette prévention de dire, certes, les malades sont peut-être moins opérés aujourd'hui, mais aujourd'hui, tous les malades opérés sont sous anti-TNF, donc il y a des malades qui sont opérés malgré les anti-TNF. Et qu'en sera-t-il dans quelques années? Eh bien, on le verra, et c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, j'ai quelques questions peut-être qui pourront lancer le débat. Est-ce une vraie diminution, un décalage? Quid du risque de cancer chez ces malades, qui reste quand même une indication indiscutable? Quid des effets indésirables des anti-TNF qui ont été peu abordés? Alors je crois que la conclusion de Franck Carbonel était claire, il ne s'agit absolument pas d'un combat et d'un bras de fer entre médecins et chirurgiens, et c'est tout l'intérêt, je trouve, de travailler dans le domaine des maladies inflammatoires. On travaille en parfaite collaboration, avec une bonne entente avec nos collègues gastro-entérologues. Les décisions sont pluridisciplinaires, on a exactement les mêmes conclusions que Franck Carbonel. Et enfin, je pourrais poser 2 petites questions là encore pour lancer le débat. En fait, et ça je pourrais les poser directement à Franck Carbonel, dans quelles indications il y a une alternative équilibrée entre anti-TNF et chirurgie, et dans quel cas on pourrait vraiment se poser la question, et il pourrait y avoir la place d'une discussion. Et deuxièmement, deuxième question éventuelle, dans quel cas le retard à la chirurgie peut être
perte de chance pour le malade. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, Franck Carbonel, est-ce que tu veux répondre à cette attaque violente de Stéphane Berda? Bras de fer, je suis entraîné pour le bras de fer. Ça va. Non, je crois qu'on est d'accord, il faut dépasser pour ou contre la chirurgie, pour ou contre le traitement médical, etc. On voit bien que c'est dans la combinaison des deux qu'on obtient des très bons résultats. Une alternative équilibrée entre anti-TNF et chirurgie, c'est-à-dire, par exemple, j'en vois une, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais c'est une discussion qu'on a souvent en fait. C'est-à-dire la mauvaise réponse au traitement médical. À quel niveau on situe le curseur? Est-ce que c'est une mauvaise réponse, par exemple, à l'Imuren, au premier anti-TNF, au deuxième, au vedolizumab, parce qu'on a de plus en plus tu vois, en fait, c'est quelque chose qui est assez vague. Moi, personnellement, je pense qu'il y a... Prenons quelqu'un qui a une maladie de Crohn limitée, peu active, mais sténosante, peu de facteurs de risque de récidive. Je pense que c'est une bonne indication à un traitement chirurgical assez vite, parce que c'est quelqu'un qui aura peu de récidive, peu de risque de récidive, un sacrifice intestinal assez faible, des chances d'efficacité du traitement qui ne sont pas énormes non plus. Donc oui, je pense assez vite au traitement chirurgical. C'est une discussion qu'on a souvent, hein, et effectivement, on est souvent à front renversé en fait. Hein. Absolument, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui a été proposé, enfin, l'élite réfractaire, après réfractaire, tout dépend où est-ce qu'on place le curseur. Peut-être aussi la maladie perforante avec l'abcès isolé. Est-ce qu'on propose d'emblée une chirurgie ou est-ce qu'on tente l'introduction d'un traitement anti-TNF? C'est vrai que c'est probablement c'est ce qui alimente le plus nos discussions, quoi. Il y a le micro. Il y a le micro. Oui, d'abord, pardonnez-moi si j'ai une voix bizarre, mais j'ai une paralysie récurrentielle d'origine virale. Or, j'ai une grosse habitude de la chirurgie thyroïdienne et je vous assure, je ne me suis pas opéré moi-même. Je voudrais quand même refaire un peu l'historique de ces Crohn coliques. J'ai eu l'honneur d'appartenir à l'équipe de Jacques Mialaret, qui avait comme assistant Gilles Edelman et qui a pris sa chefferie de service en 1952. Ce service avait une quantité énorme de côlons à opérer et il a été donc dans les premiers à connaître la maladie de Crohn. Cette maladie de Crohn dans les années 50 était tellement peu connue en France qu'on avait l'habitude de dire qu'elle était surtout anglaise et peu française. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez cité des pays du Nord qui sont également victimes de ce Crohn. J'aimerais savoir ce que vous en pensez à l'échelon statistique à l'heure actuelle. Toujours est-il que c'était tellement peu sûr que notre anatomopathologiste de l'époque, qui était Jean Chaumet, qui est membre libre de notre académie, envoyait les PS opératoires à Londres chez Aylett et Dynson, qui étaient les grands spécialistes, pour savoir si on retrouvait les critères anatomopathologistes de la maladie de Crohn, à savoir l'hyperplasie folliculaire et les fistules intramurales. Alors où je suis un petit peu perplexe, parce que je me demande, quand on vous entend, parce qu'avec tous les problèmes que nous avons eus après, avec les maladies de Crohn, opéré, pas opéré, traitement, pas traitement, etc., c'était quand même une sorte de cacophonie intellectuelle. Et en vous entendant à l'heure actuelle, je voudrais que vous me disiez franchement si vous pensez avoir vraiment évolué depuis les années 50 quant au traitement de la maladie de Crohn. Je n'en suis pas absolument persuadé. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je voudrais avoir votre réponse. Peut-être je vais essayer de répondre au côté médical, puis je vous dirai un mot sur le côté chirurgical, parce que j'ai une idée là-dessus. Non, je pense qu'il y a une évolution. Il y a actuellement, on estime qu'il y a 200 000 personnes en France qui ont une maladie inflammatoire. 120 000 Crohn. Donc,
C'est important de le dire et de le rappeler, y compris à nos autorités de tutelle qui considèrent que c'est encore une maladie rare. C'est faux. 120 000 personnes ont la maladie de Crohn en France, et donc 80 000, ça fait quand même beaucoup de patients. Et en termes de traitement médical, le traitement médical a beaucoup évolué vers le mieux, c'est l'essentiel. Et un développement important, c'est l'introduction des anti-TNF qui ont quand même révolutionné la vie des patients. Quand même. Ça a été peut-être le traitement, le progrès le plus important au quotidien. Voilà, la cloche ayant sonné, je ferai juste un petit commentaire très bref. Moi, j'aime beaucoup les années 50 et notamment l'art déco, donc effectivement, je suis très heureux si on n'a pas beaucoup évolué depuis les années 50. Ceci dit, concernant la chirurgie, je suis assez d'accord sur le terme que vous avez employé, qui est celui de cacophonie. Je dirais qu'on l'a un peu remplacé par cette cacophonie, une bonne coordination avec les gastro-entérologues, une bonne étude des dossiers. Et j'ai tendance à dire tout le temps que la maladie de Crohn est une maladie qui se traite avec du sur-mesure, un peu comme ce n'est pas du prêt-à-porter comme la rectocolite. Et je crois que c'est peut-être ça l'évolution qu'on a eue. Je voudrais juste prendre la parole pour revenir sur un problème dans les critères de décision opératoire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Cette maladie, elle est complexe. On a besoin des gastro-entérologues. Les gastro-entérologues peuvent avoir besoin de nous. Simplement, dans les critères, j'ai l'impression, en particulier en entendant parler avec ton chirurgien préféré, que c'est quand même souvent au cas par cas et que les critères ne sont pas aussi simples. Moi, mon impression, même si maintenant que tu es parti, on a moins à gérer ce genre de problème parce que les malades ont dû partir un peu avec toi, c'est qu'il y a un critère important qui est la qualité de vie. Alors je sais que les gens n'aiment pas forcément qu'on parle de la qualité de vie, mais la qualité de vie des malades qui ont une maladie de Crohn qui dure depuis des années, qui peuvent être complètement exclus sur le plan social, à mon avis, peut parfois être prise en compte. Et on a l'impression, c'est pas très agressif, c'est que parfois il y a quand même la nécessité d'avoir des réunions pluridisciplinaires où on ouvre les yeux des collègues pour leur dire bon, maintenant il faut arrêter avec cette personne là qui reste confinée chez elle depuis 3 ans. Bon, c'est un peu provocateur. Tu veux répondre? Non, je suis d'accord. Il faut prendre en compte la qualité de vie dans les décisions médicales ou chirurgicales. Ça me paraît un point important. Ouais. Très bien, merci beaucoup.